La première version de Justice League est sortie en 2017. C'est pourquoi je l'aborde avant Joker qui est sorti en 2019. Mais c'est plutôt du montage de Zack Snyder sorti en 2021 dont il sera question dans cet épisode, puisque c'est cette version qui rend justice, pardonnez le jeu de mots, à la vision originale de son réalisateur. Je n'ai jamais vu la version de Joss Whedon et pour être honnête, je ne me serais certainement jamais imposé la version de Zack Snyder non plus si je n'avais pas lancé cette série d'essais vidéo. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de comparer les deux versions, ce qui semble être la seule chose que font à peu près tous les autres youtubeurs qui produisent une vidéo sur ce film. Contrairement à eux, je ne suis pas en mesure de dire si oui ou non la version de Snyder est meilleure que celle de Whedon. Par contre, ce que je suis capable d'offrir, c'est un regard impartial, une non-comparaison et par conséquent un honnête visionnement du film de Snyder tel que Snyder lui-même veut probablement qu'on le visionne, c'est-à-dire dans un monde idéal où la version de Whedon n'aurait jamais vu le jour. Car même si, sans que cela ne soit surprenant, les fans de Snyder jurent que la nouvelle version est supérieure à la précédente, cela ne signifie pas pour autant que le film soit bon ou fidèle à l'univers DC. Bien sûr, comme toujours, le but de cette chaîne n'est pas d'énumérer pendant plusieurs minutes les qualités et les défauts de chaque film, même si parfois je n'ai tout simplement pas le choix et que je me permets un peu d'humour, mais plutôt de contextualiser ceux-ci afin de découvrir qu'est-ce que les décisions de chaque cinéaste révèlent de leurs intérêts et de leurs époques. Bienvenue à Frank Movie Talks, Frank c'est moi, et aujourd'hui je vais explorer le Snyder Cut de Justice League. Le Snyder Cut de Justice League est un long film stérile qui nous laisse indifférents, supérieur à Batman vs Superman non pas parce qu'il a plus de qualité, mais plutôt parce qu'il a moins de défauts. Il est moins raciste, moins misogyne et moins narrativement décousu. Cependant, malgré ce que peut faire croire le mot « cut », il est si long que même les plus ardents défenseurs de Zack Snyder sont obligés d'admettre que les 4 heures sur lesquelles il s'étend sont injustifiées. It is 4 hours long. Okay, it's really long. Le film a été tourné en format 4:3, divisé en parties, et Snyder voulait originalement le sortir en noir et blanc, ce qu'il a éventuellement fait, un peu à la manière de Logan, Mad Max Fury Road et Parasite, car il s'agit déjà selon lui d'un classique cinématographique. Alors que ses fans décrivent Justice League comme un film d'action méditatif, force est de constater qu'on n'y médite pas grand-chose et que même les scènes d'action ne racontent rien en plus de n'avoir aucun impact sur l'intrigue. Comme par exemple lorsqu'à la 26e minute, Steppenwolf vient chercher le cube des Amazones et qu'il repart avec 10 minutes plus tard, alors que rien de ce qui s'est passé durant ces 10 minutes ne changera quoi que ce soit au reste du film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous en fais un résumé. En mourant à la fin de BVS, Superman a poussé un cri. Un cri causant la réactivation de 3 cubes, ce qui a par conséquent révélé leur remplacement à Darkseid, qui ne se souvenait plus où est-ce qu'il les avait laissés. Son fils, Steppenwolf, vient donc sur Terre pour reprendre ces cubes aux 3 peuples qui se sont chargés de les garder, les Amazones, les Atlantes et les Hommes. Et c'est pour contrecarrer ces plans que Batman et Wonder Woman fondent la Justice League. Yeah, sorry. My fault. Don't worry about it. It happens. Se servant d'un des cubes, il ramène Superman à la vie et, sans surprise, Snyder transforme encore celui-ci en salopard frustré avant le combat final contre Steppenwolf. En plus d'être racontée au ralenti, l'intrigue est continuellement interrompue par des scènes qui n'apportent rien au récit, mais qui, à leur défense, sont tellement ridicules et inutiles qu'elles ne parviennent pas à nous faire perdre de vue les enjeux du film, comme c'était le cas dans BVS. On y voit par exemple des terroristes menacés de faire exploser une bombe si les autorités ne les laissent pas faire exploser leur bombe, des Islandaises malheureuses vénérer un chandail qui sent le poisson, Aquaman saccager l'environnement juste après avoir dit à un marin de respecter la nature, Iris West se joindre à une envolée de saucisses,
de nouvelles références à Excalibur, et Batman rêvait encore une fois que Superman est devenu méchant. Ceci étant dit, le film prend le temps de développer Cyborg. En fait, c'est le seul personnage que le film développe, ce qui fait que Justice League est peut-être plus agréable à regarder en tant qu'origin story de Cyborg, un film au sein duquel les autres membres de la Ligue apparaissent comme des personnages secondaires qui ressemblent très peu au matériel source. Malgré le fait que Batman soit dépourvu de tout développement scénaristique, il n'en reste pas moins qu'il est présenté dans ce film non seulement comme un des membres fondateurs de la Justice League, mais le fondateur principal, ce qui a agacé plusieurs fans qui considèrent que cela va à l'encontre même de son personnage habituellement solitaire. Et pourtant, dans les BD, Batman peut toujours compter sur Alfred, Gordon, ainsi que plusieurs Robin et Batgirl qui continuent de l'aider sous une forme ou une autre. C'est que Batman est un fin stratège qui sait que l'union fait la force. Bien sûr, il a lui-même tendance à oublier que ses proches sont là pour lui et sa réputation de solitaire lui permet de protéger ceux-ci. Dans les bandes dessinées, Batman est effectivement un membre fondateur de la Justice League, mais la manière dont il interagit avec celle-ci est aussi importante que sa position en son sein, sinon plus encore, et c'est sans doute à ce niveau-là que le film échoue à montrer Batman comme les fans l'apprécient, c'est-à-dire comme un manipulateur hypocrite qui ne révèle jamais toutes ses cartes même à ses plus proches alliés, et qui contrôle indirectement les événements tout en restant tapi dans l'ombre de sa Batcave et en insistant pour maintenir son indépendance une fois le groupe formé. Car c'est justement cette indépendance, de même que son attitude maussade, qui le font briller au sein de la Justice League dans les bandes dessinées. Or, dans cet univers, il est impossible pour Batman de se démarquer des autres membres de la Justice League puisque Snyder transforme tous ses personnages en individualistes irresponsables. Snyder adhère en effet à la philosophie objectiviste développée par Ayn Rand qui célèbre l'égoïsme et le laisser-faire, en d'autres mots, le capitalisme. Si de son vivant et d'outre-tombe, Jonathan Kent insistait pour que Superman n'accorde aucune valeur à son prochain et à sa communauté, voici ce que le père de Cyborg enseigne à son fils. The challenge won't be doing it. It will be not doing. Cyborg has the power to literally eradicate poverty, but instead he picks and chooses those he thinks deserve to be helped. The movie doesn't spend a lot of time here, and it doesn't really interact with the rest of the story, but it is another example of how Snyder imposes his worldview onto almost all of his characters. It is a trope of Snyder's films that the villains are faceless monsters with no agency, and that the protagonists fear losing their individual identities and control over themselves. Oh no, can't have unity. This does create a bit of a problem for the story though, because this is a superhero team-up movie. It's a genre entirely based on a group of people coming together and learning the value of teamwork. Bien sûr, certaines personnes félicitent cette approche cynique sous prétexte qu'elle permet à Snyder de produire des films de super-héros plus réalistes que ceux de Marvel, dans le sens où, selon eux, l'invraisemblance des super-héros ne provient pas de leur pouvoir fantastique, mais de leur nature altruiste. Mais force est de constater que les super-héros de Marvel ont aussi cessé de sauver la veuve et l'orphelin. Most of our superheroes, for example, don't live with the common man anymore. Rarely do the movies focus on their secret identities. They live in seclusion, famous, with access to amazing resources not shared with the world, and they cause massive deaths in the name of the greater good. 2 films after Ultron, the villain in Civil War is Helmut Zemo, whose backstory is simply that his family was killed in the city at the end of Ultron and blames the Avengers for it. Because it's absolutely the Avengers' fault? Like, Ultron was created by Tony Stark without much input from the government or like a vote or anything, and ended up killing a lot of people. And he should super be in jail for that. Instead, his punishment for causing that is hero's guilt. And while Civil War is all about whether or not the Avengers need to be regulated and punished, Zemo is still written as a villain, and the ultimate question of what to do about Captain Freedom and the Bloat and Metal Chap and the rest, that never actually gets answered. The Civil War never gets resolved because Thanos shows up. Obviously that's justified within the story, but like, the writers made the story up. They chose not to resolve that. Same for the DC Superman, and when Batman gets specifically peeved about Superman's immunity to consequence, the film just introduces a hilarious goblin as a common threat, and the subject is never discussed again. These movies are all hella fun and junk, but they're kinda propaganda too. They're unironically what the films Team America and Starship Troopers were satirizing. An all-American, stars and stripes team sucking down martinis in their fancy base, too rich to care, flying off in advanced vehicles to turn other countries into war zones in the name of stopping terror, with absolutely no oversight and a shocking amount of mistakes and casualties in the process. That's literally both Team America and the Avengers. Ce qui est le plus troublant des films de super-héros actuels,
seuls, que ce soit ceux de DC ou de Marvel, ce n'est pas qu'on ne les voit plus utiliser leurs pouvoirs et leurs ressources pour sauver le monde, et ce n'est pas non plus qu'on voit les studios les transformer en narcissiques élitistes, mais plutôt qu'on nous a appris à féliciter cette nouvelle vision des super-héros, à admirer une élite qui est non seulement indifférente à notre situation, mais qui s'efforce de l'empirer, comme le ferait par exemple un entrepreneur milliardaire qui a payé les fondateurs d'une compagnie automobile afin qu'on lui octroie également le titre de fondateur, et qui n'a rien inventé de sa vie à part une sorte d'autoroute souterraine moins efficace et plus dangereuse que les tunnels et les transports en commun, un réseau Internet moins efficace et plus cher que la moyenne, et qui présente un danseur en spandex comme si c'était un robot fonctionnel, tout en offrant des prédictions toutes plus erronées les unes que les autres et en cherchant activement à fuir la Terre sans se soucier des gens qu'il tuera dans le processus. Si des personnes comme Elon Musk sont comparées aujourd'hui à Tony Stark, c'est parce que nos héros ont été pervertis pour leur ressembler. Et si des personnes comme Elon Musk sont aujourd'hui vénérées, c'est parce que des franchises interminables et de plus en plus lucratives nous ont enseigné à vénérer ces héros pervertis. À en croire les fans de Snyder, l'objectif de celui-ci ne serait pas de transformer nos super-héros en ambassadeurs de l'objectivisme d'Ayn Rand, mais plutôt de révéler la nature dystopique des univers de super-héros. Or, si tel était le cas, alors ces films ressembleraient plutôt à la série The Boys, qui révèle justement la similitude des univers DC et Marvel, ainsi que toute l'horreur qui en découlerait si les super-héros étaient aussi individualistes et irresponsables que les Avengers et la Justice League de Zack Snyder. Alors que Snyder tremble à l'idée de perdre son individualité au sein d'une collectivité, il est amusant de le voir participer au plus important processus d'uniformisation artistique qu'Hollywood ait jamais connu. Lorsque le Snyder Cut est sorti, ceux qui avaient jusque-là suffisamment apprécié le Justice League de Joss Whedon pour l'ajouter à leur collection se sont empressés de détruire leur copie, prouvant ainsi au reste du monde qu'ils n'avaient sans doute jamais aimé le film, mais qu'ils sont toujours prêts à défendre et à célébrer ce qui ne fait que les contenter. Ce que ces fans désiraient, c'était d'aimer un film de Justice League, peu importe sa qualité et peu importe à quel point il correspondait ou non à leurs attentes. Sans doute faudra-t-il attendre une troisième adaptation de Justice League pour voir ces mêmes fans détruire leur copie du Snyder Cut, prouvant finalement que Snyder est une espèce d'excroissance indésirable de Nolan qui urge les studios à redémarrer leur franchise. En effet, de la même manière que Batman a eu besoin d'un redémarrage après qu'il eut affronté des demi-dieux dans Batman and Robin, il a une nouvelle fois besoin qu'on retourne aux sources après que des blockbusters insipides l'aient encore poussé dans des univers où il n'est pas à sa place. Batman est fatigué. Il est temps pour lui de laisser tomber les démons et les extraterrestres pour reprendre sa croisade contre le crime urbain. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute. Le Snyderverse est un moment difficile à passer dans la filmographie de Batman, mais nous voilà enfin passés au travers en attendant de voir ses conséquences sur les films à venir. N'oubliez pas d'encourager cette vidéo en l'aimant, en la partageant et en la commentant. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la conclusion de cette série rétrospective.